Un mince bracelet rouge avec une petite perle en bois gravée du mot « Espoir » reposait discrètement sur le coin d'un bureau moderne à Lyon. Camille Laurent, PDG d'un groupe biomédical renommé, posait inconsciemment ses doigts dessus à chaque décision importante. Elle ne le portait jamais. Mais ce fil, c'était son secret. Le seul lien physique qu'elle gardait avec un passé qu'elle n'évoquait jamais. Le vol Paris-Nice venait d'entrer dans une zone de turbulence quand Camille s'effondra brutalement dans l'allée. Une main se tendit immédiatement, celle d'un homme d'une quarantaine d'années, au regard calme malgré la panique autour. Julien Morel, professeur de physique-chimie à Toulouse, voyageait avec sa fille de 8 ans, Ohé. Sans hésiter, il la plaça sur le côté, vérifia son pouls, demanda de l'oxygène. Sa fille, silencieuse mais vive, lui tendit une lingette humide de son sac à dos, comme si elle avait déjà vu son père gérer ce genre de moment. Quand le sac à main de Camille tomba, une carte professionnelle glissa au sol. Camille Laurent, directrice générale, Biolis France. À côté, une vieille photo, abîmée, montrant un bébé aux yeux immenses et à la peau pâle. Camille avait bâti son empire seul, à partir de rien, quittant à 29 ans un petit village dans l'Aveyron pour Paris. Son image impeccable, tailleur sur mesure, brushing impeccable, décision chirurgicale, faisait trembler les conseils d'administration. Depuis son appartement en haut du 7e arrondissement, elle dirigeait une entreprise présente dans 12 pays. Et pourtant, chaque soir, elle mangeait seule. Aucun anniversaire fêté. Aucun message personnel. Juste des chiffres, des réussites, des dossiers. Personne ne savait que derrière cette façade invincible, elle portait une douleur sourde. 8 ans plus tôt, étudiante sans ressources, elle avait donné naissance à une fille qu'elle n'a jamais pu élever. Le père absent. La famille hostile. Le choix impossible. Elle lui avait retiré ce petit bracelet rouge de naissance juste avant de la confier à l'assistante sociale. Ce fil de coton, c'était tout ce qui lui restait. Julien, lui, vivait une autre réalité. À 42 ans, veuve depuis 3 ans, il enseignait dans un collège de banlieue. Sa femme, Claire, emportée par un cancer fulgurant, lui avait laissé Zoé, une petite fille au cœur fragile mais à la volonté étonnante. Leur maison à Toulouse gardait encore les traces de Claire, ses livres dans la bibliothèque, ses recettes écrites à la main sur des post-it dans la cuisine, son parfum discret sur l'oreiller. Julien ne vivait pas dans le passé. Il s'y accrochait, juste assez pour que Zoé n'oublie pas. Zoé, elle, parlait peu mais observait tout. Née avec une malformation cardiaque, elle passait plus de temps dans les hôpitaux que dans les parcs. Et pourtant, elle souriait souvent. Elle voulait devenir médecin pour rendre la vie meilleure, disait-elle. Le vol vers Nice, c'était pour une consultation rare dans un centre spécialisé. Julien avait tout mis dans ce voyage, ses économies, son énergie, son espoir. Alors que Camille reprenait doucement connaissance, ses yeux croisèrent ceux de Zoé, un regard calme, presque familier. Un frisson parcourut sa colonne. Elle n'avait aucune idée que ce vol allait changer le cours de sa vie. Julien ajustait la couverture sur les épaules de Zoé alors que l'ambulance roulait vers l'hôpital de Nice. Sa main restait posée sur celle de Camille, toujours inconsciente, tandis que Zoé gardait fermement le sac à main de la femme inconnue contre elle, comme s'il contenait quelque chose de sacré. « On devrait rester avec elle », murmura Zoé. Julien hésita. Ils avaient encore du temps avant le rendez-vous avec le cardiologue. Il acquiesça. À l'hôpital, les médecins confirmèrent ce que Julien soupçonnait. Épuisement extrême, déshydratation, burn-out pur. Camille Laurent, figure redoutée des laboratoires français, s'était littéralement effondrée sous le poids de ses responsabilités. Dans la salle d'attente, Ohé s'accrocha à son fauteuil. Elle refusait de partir tant que la dame ne s'était pas réveillée. Ses petits doigts pliaient avec soin un carré de papier rouge, une autre de ses fleurs en origami. Julien, assis à côté, observait sa fille avec tendresse et inquiétude. Sa compassion l'émerveillait, mais il savait aussi qu'elle avait grandi trop vite. Les étiquettes de prix au supermarché, les vieux pulls usés qu'il portait, les silences dans la cuisine. Ohé avait tout compris, sans qu'il ait à dire un mot. Quand Camille ouvrit enfin les yeux, son regard bleu se durcit instantanément en croisant ceux des inconnus à son chevet. « Qui êtes-vous » Julien expliqua calmement, mais Camille avait déjà attrapé son téléphone, exigeant une chambre privée, appelant son assistant, annulant une conférence, demandant un nouveau planning. La femme fragile de l'avion n'était plus là. Le masque était revenu, parfait, glacé. Julien se leva,
comprenant qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Il posa doucement le bracelet rouge sur la table de chevet. « C'est tombé de votre sac. Prenez soin de vous. » Il griffonna son nom et son numéro sur un petit bloc-notes de l'hôpital, sans attendre, juste au cas où. Zoé s'approcha à son tour, posa la fleur rouge en papier à côté du bracelet. « Pour l'espoir » dit-elle doucement, avant de suivre son père. Camille les regarda sortir, sans un mot. Une main glissa machinalement vers le bracelet, l'autre effleura la fleur. Pendant une seconde, le silence s'installa. Plus de téléphone, plus de contrôle. Juste cette chose étrange, la solitude, une pièce impersonnelle, des machines, une odeur de désinfectant. Elle ne contrôlait rien ici. 2 jours plus tard, Zoé était assise dans la salle d'attente de l'hôpital pour enfants de Nice, plongée dans un livre sur la biologie cellulaire. Un ouvrage trop avancé pour son âge, mais elle lisait avec une concentration paisible. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte. Sa présence soignée tranchait avec son hésitation. Elle était venue visiter l'unité de recherche financée par sa fondation, une visite prévue avant sa chute. Elle aurait pu annuler, mais quelque chose l'avait poussée à venir. Quand elle vit Zoé, ses pas la guidèrent vers la fillette avant même qu'elle ne s'en rende compte. « C'est un livre difficile pour une jeune fille, » dit-elle doucement. Zoé leva les yeux, surprise. Puis elle sourit, calme. « Je veux devenir médecin. Peut-être que vous pouvez m'apprendre des choses. » Camille resta là, debout, le cœur plus lourd qu'elle ne voulait l'admettre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'assit non pas pour diriger, mais pour écouter. Camille passa dans le couloir silencieux du centre hospitalier, un sac à la main. Elle repéra Zoé, assise en tailleur sur une banquette, plongée dans un gros livre aux illustrations moléculaires. Elle sourit malgré elle. « C'est un ouvrage difficile pour quelqu'un de ton âge », fit-elle remarquer doucement. Zoé leva les yeux, surprise. Puis un sourire sincère éclaira son visage. « Vous allez mieux » s'exclama-t-elle, vraiment heureuse. Camille fut saisie. Peu de gens s'inquiétaient pour elle sans arrière-pensée. Encore moins un enfant. Elles parlèrent naturellement. Zoé posait des questions précises sur la thérapie génique, sujet au cœur des recherches de Biolis. Camille répondit, d'abord par habitude professionnelle, puis avec un réel plaisir en voyant l'intérêt vif de la fillette. Zoé comprenait vite. Elle ne récitait pas. Elle réfléchissait. Quand Julien arriva, il trouva sa fille captivée, les yeux brillants. Camille se leva, redevenant brièvement la dirigeante distante. « Merci encore pour votre aide, » dit-elle, tendant la main avec politesse. Mais alors qu'il s'éloignait, une voix les rappela. « Si ça vous intéresse, je pourrais organiser une visite de notre centre de recherche. » L'invitation avait été spontanée, sans calcul, presque sincère. Ce qui avait commencé comme une simple courtoisie devint une habitude. Camille planifia ses réunions autour des rendez-vous médicaux de Zoé. Elle apportait des livres, des revues scientifiques, parfois même un petit microscope. Elle présenta Zoé à des chercheurs bienveillants qui répondaient à ses questions avec sérieux. Julien observait. Méfiant au début, il vit sa fille s'épanouir. Zoé devenait volubile, curieuse, confiante. Elle préparait des questions à l'avance. Camille ne la regardait pas comme une patiente, mais comme une personne. Un après-midi, Camille arriva alors que Zoé créait de petits animaux en origami pour les enfants du service pédiatrique. Elle s'assit à côté d'elle, silencieuse. Les mains de Zoé pliaient le papier avec une précision tranquille. « Ma maman m'a appris, » dit Zoé sans lever les yeux. « Ça m'aide à me concentrer, à ne pas penser à tout le reste. » Camille acquiesça doucement. « Et à quoi tu penses? Toi, qu'est-ce qui t'inquiète ?» Zoé marqua une pause. Puis, sans détour, papa qui essaie de ne pas avoir l'air fatigué. Si on aura assez pour payer le nouveau traitement. Et si un jour je pourrais courir sans avoir mal à la poitrine. Les mots étaient simples, bruts, vrais. Ils coupèrent le souffle à Camille. Dans son monde, on ne parlait jamais aussi franchement. On négociait, on dissimulait. Zoé, elle, disait juste la vérité. Camille commença à penser à Zoé même en dehors de l'hôpital. Lors de réunions, elle imaginait ses réactions aux projets en cours, ses questions, son enthousiasme. Elle apportait de petits cadeaux, rien de cher, mais choisis avec attention. Un kit de cristaux, un magazine pour jeunes curieux, une loupe. Julien le remarqua, et pour la première fois, il ne se sentit pas seul dans l'avenir de sa fille.
Il vit en Camille quelqu'un qui valorisait Zoé pour ce qu'elle était, vive, curieuse, unique. Un jour, alors que Zoé pliait une nouvelle grue en papier, elle regarda Camille et désigna doucement son poignet. « Tu ne le portes jamais. » Camille baissa les yeux. Le bracelet rouge était dans sa poche, comme toujours. Elle n'avait jamais eu le courage de l'attacher. Elle sortit doucement le bracelet, le tenant entre deux doigts. Et pour la première fois, une pensée traversa son esprit. Et si ce fil ne reliait pas seulement au passé, mais aussi à un nouveau départ? Dans l'ombre tamisée du salon, Élise regardait discrètement le petit bracelet rouge posé sur la table. « Pourquoi tu le gardes toujours dans ta poche ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Claire leva les yeux. Pendant un instant, son visage trahit quelque chose de fragile, presque douloureux. Puis, elle reprit son calme, effaçant toute trace d'émotion. « C'est un souvenir de quelqu'un que j'ai connu autrefois. » Élise acquiesça, sans insister. Mais la question resta suspendue dans l'air, comme une porte entr'ouverte que personne n'osait encore pousser. Claire observa ensuite les petits doigts d'Élise, pliant avec soin un origami. Il y avait chez cet enfant quelque chose qui résonnait en elle. Un écho lointain, pas seulement son intelligence ou les circonstances étranges de leur rencontre. Quelque chose de plus instinctif, presque familier. Quelques jours plus tard, alors qu'elle reconduisait Élise après une séance à la clinique, Claire aperçut des papiers médicaux sur le tableau de bord de Julien, le père adoptif. Des factures, des diagnostics. Le total, même partiellement remboursé, était effrayant. Cette nuit-là, dans le silence glacé de sa suite d'hôtel, Claire ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle fit ce qu'elle s'était juré de ne plus faire. Elle chercha. Nom, ville, dossier. Et soudain, une date, 14 mars. La date de naissance d'Élise. La même que celle qu'elle avait gravée à jamais dans sa mémoire. Celle de l'enfant qu'elle avait confié à l'adoption, 8 ans plus tôt, à Chicago. Ce n'était sûrement qu'une coïncidence, se dit-elle en silence. Après tout, elle était maintenant à Bordeaux, à des milliers de kilomètres. Mais le doute s'était glissé, froid et insistant. Elle ouvrit son coffre numérique, protégé par mot de passe, et retrouva la seule photo qu'elle avait gardée. Un bracelet d'hôpital, minuscule, autour d'un poignet de nouveau-né. Même date, même heure. Avec les ressources qu'elle seule possédait, Claire fit discrètement des recherches. Elle découvrit que la mère d'Élise, maintenant décédée, l'avait adoptée toute petite, et que l'agence d'adoption venait de Chicago, la même que celle qu'elle avait utilisée autrefois. Les dates concordaient. Le dossier médical mentionnait une malformation cardiaque, et dans ses propres antécédents familiaux, Claire retrouva une lignée de femmes décédées trop jeunes du cœur. Elle se leva, fit les 100 pas dans la pièce, tremblante. Et si c'était elle? Et si Élise était sa fille? Pendant ce temps, Élise développait une fascination discrète pour Claire. Elle tapa son nom sur Internet. Dans un ancien article, elle lut une phrase passée inaperçue. Claire avait confié un enfant à l'adoption pendant ses années d'université. Ce détail trotta dans l'esprit d'Élise pendant des jours. Elle interrogea doucement Julien. « Tu crois que Claire connaissait ma vraie maman? Elles sont toutes les deux intelligentes et de Chicago. » Julien sourit, gêné, sans savoir quoi répondre. Mais le doute, chez lui aussi, venait de naître. Claire, elle, n'arrivait plus à respirer sous le poids du possible. Elle annula leur prochain rendez-vous, envoya quelqu'un d'autre à sa place. Et quand Élise envoya un message pour parler d'un livre qu'elle lisait ensemble, elle ne répondit pas. Elle s'enferma dans le travail, enchaîna les réunions, refusa les regards. Ses collègues la virent changer. Yeux cernés, gestes brusques, absences fréquentes. Mais personne n'osa poser de questions. Pas à Claire Delcourt. Pas quand elle portait ce masque de fer. Pendant plusieurs jours, Emma resta silencieuse. Elle ne posait plus de questions sur Catherine. Mais son père, Marc, avait remarqué. Chaque fois qu'elle parlait de son amie Catherine, ses yeux brillaient d'un éclat rare. Et cet éclat s'était éteint. Un soir, poussé par une inquiétude mêlée de colère protectrice, Marc envoya un message bref à Catherine. « Emma te cherche depuis une semaine. Ne sois pas une perte de plus dans sa vie. » Il n'eut aucune réponse. Cette nuit-là, Marc entendit Emma pleurer doucement dans sa chambre. Un son qu'il croyait disparu depuis des mois. Mais le chagrin était revenu, brutal et silencieux. Catherine n'avait pas seulement rompu le contact, elle avait rouvert une blessure que le temps avait à peine refermée.
Mark tenta d'expliquer cette absence sans aggraver la peine de sa fille. Finalement, il murmura. « Tu sais, parfois, les adultes ont peur. Peur d'aimer trop fort. Surtout quand ils ont déjà été blessés. » De son côté, Catherine semblait absente du monde, mais prisonnière de ses pensées. Pendant ces réunions, elle dessinait machinalement des fleurs en origami sur les marres de son carnet. Elle vérifiait son téléphone encore et encore pour des messages qui n'arrivaient jamais. 2 fois, elle passa devant l'hôpital pour enfants sans oser entrer. Les murs qu'elle avait construits autour de son cœur depuis 8 ans commençaient à se fissurer. Elle était figée par la peur. Peur d'aimer, peur de souffrir, peur de ne pas être aimée en retour. Elle se répétait qu'elle avait abandonné cet enfant pour lui offrir une vie meilleure. Mais maintenant, de quel droit pouvait-elle revenir? Et si elle repartait à nouveau, survivrait-elle à un deuxième abandon? Dans sa chambre, Emma devenait plus silencieuse. Elle continuait à créer des origamis, mais ne les offrait plus. Elle les rangeait dans une boîte, comme si chaque fleur était un secret qu'elle ne pouvait plus partager. Un jour, pendant une séance de traitement, un médecin évoqua un nouvel essai clinique prometteur, un projet mené par Collins Enterprises. Le regard d'Emma s'illumina un instant, puis s'éteignit. « Je crois qu'on ne connaît plus personne là-bas », dit-elle doucement, avant de se détourner. Mark sentit son impuissance. Il avait déjà perdu sa femme à cause du cancer. Mais au moins, cette perte-là avait laissé le temps des adieux. Ce vide que Catherine avait laissé était soudain, cruel. Injuste. Le jour de l'anniversaire de sa mère, Catherine retourna dans son village natal. Elle s'agenouilla devant une pierre tombale simple, y déposa des fleurs et effleura du doigt le nom gravé, celui de la femme qu'il avait soutenue lors de sa décision la plus douloureuse. « Je crois que je l'ai retrouvée. Maman !» murmura-t-elle en larmes. « Mais j'ai peur. » Elle resta là, longtemps, sur cette terre froide, réalisant que toutes ces années elle n'avait fait que fuir. Le succès, l'argent, le pouvoir, rien n'avait comblé le vide. Elle avait tout, sauf l'essentiel. Et ce bracelet rouge, qu'elle portait toujours avec elle, n'était plus le symbole d'un lien, mais celui d'un échec. Le soir même, en nettoyant la chambre, Mark trouva une fleur en origami fané. Juste à côté, une nouvelle, colorée. Pas pour Catherine. Pour une autre petite fille, rencontrée récemment à l'hôpital. Même blessée, Emma continuait à tendre la main vers les autres. Mark comprit alors que sa fille possédait une force rare, celle de continuer à aimer malgré tout. Il s'assit devant son ordinateur et écrivit à Catherine. Non pour la blâmer, mais pour la remercier. Vous avez apporté de la lumière dans sa vie, même brièvement. Et grâce à votre médecin, il y a peut-être de l'espoir. Mais en tapant ces mots, il réalisa quelque chose. Ce message, il ne l'écrivait pas seulement pour Emma. Il l'écrivait aussi pour lui. Les semaines suivantes avaient été marquées par des silences, des appels manqués, des nuits sans sommeil. Catherine, malgré le tumulte intérieur, avait réservé un vol pour retourner à Seattle. Elle ne savait pas encore si elle voulait affronter le passé ou le réparer. L'email de Mark arriva alors qu'elle embarquait dans l'avion. Ces mots la touchèrent au plus profond. Il n'y avait ni reproche, ni colère, seulement une compréhension silencieuse et un espoir fragile. Il évoquait une piste médicale, un essai clinique développé par une équipe de recherche appartenant à sa propre fondation. Emma pourrait y participer sans délai, sans assurance, sans barrière. Ce n'était pas la raison de son retour, mais cela donna un sens nouveau à sa démarche. Quelques jours plus tard, dans le gymnase d'une école primaire de Seattle, des enfants présentaient fièrement leurs projets scientifiques. Catherine se tenait au fond de la salle, discrète, invisible parmi les parents. Devant un panneau soigneusement décoré de cœurs et de schémas, Emma expliquait avec passion les mécanismes du cœur humain. Ses gestes, son vocabulaire précis, sa posture. Tout en elle rappelait quelque chose à Catherine. Comme un miroir d'elle-même, version miniature. Quand la foule s'éparpilla, Catherine s'approcha lentement. Emma était seule, en train de ranger ses affaires. Elle leva les yeux, surprise, puis hésitante. Catherine lui tendit une petite boîte. « Ça appartient à quelqu'un qui saura en comprendre la valeur », murmura-t-elle. Emma ouvrit la boîte. À l'intérieur, le bracelet rouge, celui du début. Le même, sauf qu'il portait désormais une perle en bois gravée d'un seul mot, « Espoir ». Il y avait aussi une lettre ou une invitation à visiter le centre de recherche, non comme simple visiteuse, mais comme patiente prioritaire pour l'essai clinique. Aucune excuse, aucun mot sur le passé.
juste une porte entr'ouverte. Emma passa le bracelet à son poignet. Il était trop grand, conçu pour une adulte, mais il semblait fait pour elle. Elle leva les yeux, les lèvres tremblantes. « Est-ce que ça veut dire que tu restes ?» demanda-t-elle. Catherine hocha la tête, la gorge nouée. « Oui, je reste aussi longtemps que tu voudras. » Elle ne parla pas de l'appartement loué à 2 pas de l'hôpital, ni de la mise en congé qu'elle avait prise à New York. Il y aurait du temps plus tard, pour les certificats, les tests ADN, les vérités officielles. Pour l'instant, un simple sourire d'Emma suffisait. La petite s'avança et l'enlaça brièvement. Un geste furtif, mais brûlant de sincérité. Le premier vrai contact depuis ce jour-là, 8 ans plus tôt. 6 mois plus tard, l'état de santé d'Emma s'était stabilisé. Le protocole médical fonctionnait. Ce qui devait être une visite de 2 semaines était devenu un nouveau mode de vie. Marc avait pris un congé sabbatique pour rester auprès de sa fille. Catherine, elle, avait obtenu pour lui un poste dans son programme d'éducation scientifique. Il développait désormais des modules pédagogiques dans les écoles locales. Leur relation, autrefois figée par les tensions et les regrets, s'était transformée, pas en histoire d'amour romantique, mais en quelque chose de plus rare, un partenariat solide, fondé sur le respect, la présence et une affection silencieuse. Dans le bureau de Catherine, à Seattle, un dessin encadré avait trouvé sa place. 3 silhouettes tracées avec soin dans une main d'enfant. Aucun mot, aucune révélation officielle. Le test ADN restait dans un tiroir. Inutile, pensait Catherine. Les réponses étaient déjà là, dans ce bracelet, dans chaque pli d'origami laissé sur son bureau, dans la tendresse contenue du regard de Marc lorsqu'ils les observaient ensemble. Le jour de la remise des diplômes de CE2, Emma monta sur scène. Petite, droite, les mains tremblantes. Elle avait été élue première de sa classe. Son discours fut simple, mais personne n'en oublia une seule phrase. L'espoir, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on construit. Chaque jour, par des gestes de courage et de gentillesse. Son doigt effleura la perle en bois à son poignet. Au fond de la salle, Catherine pleura. Mais pas de solitude, pas de regret cette fois. Des larmes douces, partagées. Marc lui prit la main. Elle ne la retira pas. En sortant de l'auditorium, les 3 marchèrent ensemble sous la lumière pâle du printemps de Seattle. Leurs ombres s'allongeaient derrière eux, et devant, un avenir encore flou, mais rempli de possibles. Ils n'étaient plus des inconnus réunis par hasard. Ils étaient une famille, forgée par le choix, par les épreuves, et par l'amour.